que tout ne peut pas entrer aussi, c'est vrai, dans le giron de l'entrepreneuriat. Il y a des handicapés. La société a la responsabilité de s'en occuper. Et la qualité et la civilisation le niveau de civilisation qu'on peut dire d'une société se mesure à l'aune avec laquelle elle prend soin des gens qui ont des limitations. Développement environnemental, c'est évident. Démontrer qu'on n'a pas contribué au gaspillage, qu'on a évité la pollution, qu'on a préservé la biodiversité. Et développement culturel, dans quelle mesure on contribue à changer les mentalités, à développer des comportements basés sur la responsabilité, l'équité, la consultation, l'intégrité, la modestie, la frugalité. Toutes des valeurs qu'on cherche à développer. J'en viens maintenant au point particulier du financement des entreprises sociales. Je viens de vous avoir terminé un tableau d'ensemble, mais il y a un point particulier qui concerne la finance. OK, d'accord, je vais accélérer. Donc, la finance islamique, comme je dis, ESA, c'est l'entrepreneuriat social plus la finance islamique. Alors, islamique parce que, historiquement, c'est né dans des pays musulmans. Précisons tout de suite que la finance islamique, ce n'est pas réservé aux musulmans, c'est la finance sociale, c'est une finance éthique, basée sur des principes éthiques que je vais passer rapidement, l'interdiction de thésaurisation, l'équité, la prévisibilité, pour la parfaite connaissance des conditions. Bon, bref, pour aller à l'essentiel, en finance islamique, vous savez sans doute, on interdit l'intérêt, la pratique de l'intérêt, ce qu'on appelle la riba. C'est pour ça qu'au niveau de ESA, on fait la promotion d'un mode de financement qu'on considère approprié pour les entreprises sociales, qui est un des contrats de financement islamique qui s'appelle la Musharaka, qui est basé essentiellement sur le fait suivant, c'est un partage bénéfice prédéfini des bénéfices et risques entre l'entrepreneur et l'investisseur. Donc, l'investisseur devient un véritable partenaire au lieu d'être rémunéré à partir d'un intérêt qui peut... c'est une part des bénéfices de l'entreprise. Alors, on a un modèle de contrat de prêt participatif qu'on a mis au point qui explique, avec toute la mécanique du prêt participatif, dont le point essentiel est ceci. Au fur et à mesure du remboursement du prêt, le pourcentage de rémunération du prêt diminue. C'est ça le principe simple de fonctionnement. Donc, ESA, que voulons-nous faire? Nous voulons faire 4 choses. Repérer et qualifier des projets d'entrepreneuriat social, repérer et qualifier des investisseurs sociaux qui vont investir dans ces entreprises sociales, à les amener à conclure entre eux des contrats de prêt participatif, et après le financement, nous accompagnons les entreprises jusqu'au remboursement complet pour s'assurer de la bonne exécution du projet et de leur bonne gestion pour que les investisseurs puissent être remboursés. Ici, je vais passer vite sur les critères de la modalité de sélection de l'entreprise. Maintenant, le dernier point sur lequel je vais terminer maintenant, c'est que concrètement, comment procédons-nous? Nous avons fait un partenariat avec un site de crowdfunding, on appelle ça financement populaire en français, qui s'appelle melacrowd.com. Donc, le crowdfunding, ce sont des sites Internet où on peut présenter des projets et quiconque est intéressé par le projet peut mettre de l'argent pour financer le projet. Donc, nous, on a notre page sur le site de Melacrowd et où on présente les projets que nous avons préalablement qualifiés comme étant conformes aux critères de l'entrepreneuriat social tels que je viens de les définir. Donc, si le projet est... donc, le projet peut être financé de cette façon et publicisé de cette façon, mais ça ne sera pas le seul moyen qu'on va utiliser pour faire la promotion de nos projets.
On ne peut pas aussi dire l'entrepreneuriat, ça ne pas dire le mentorat au Québec. Le mentorat, par exemple, c'est quoi? Ils sont depuis plus de 50 ans, 40 ans. Même un enfant de 6 ans à l'école maternelle aujourd'hui a un mentor. Si vous voyez ici, nous avons des retraités qui sont ici. Une fois que tu prends ta retraite, tu es chez toi, tu es devenu comme un baobab là. Tu as tout sur la tête, mais tu as tout perdu du reste de ta vie. Tu n'as même ton propre enfant dans la maison. Ce que tu as appris à toi, ton propre enfant, tu ne peux même pas... Tu ne peux pas... Comment je vais le dire là? Oui. Transmettre. La plupart de nos vieux, là, après la retraite, ils se regroupent, ils font des cartes ou bien à côté des mosquées. Là. Bon. De deux aussi, au Sénégal, moi je vois qu'il y a beaucoup de création d'emplois. Mais la jeunesse aussi, eux aussi, ils attendent tout au nom de nos gouvernements. Je vous donne juste un exemple. À l'université de Dakar, ils font beaucoup de grèves. De rien, ils font des grèves. Tandis qu'eux-mêmes, ils peuvent se lever et préparer leur propre projet d'avenir et se financer entre eux-mêmes. Je les vois parfois. Je suis en contact avec un groupe de jeunes étudiantes. Si on parle de l'entrepreneuriat social, de l'économie sociale, comme le disait Marc tout à l'heure, on n'est même pas obligé d'aller chercher des financements. Entre eux-mêmes, la bourse qu'on leur donne, c'est une aide. Qui donne la bourse? C'est le gouvernement. C'est pas un salaire, c'est juste une aide. J'ai dit aux étudiants de l'université, j'ai même préparé un projet d'entrepreneuriat social à eux. Je suis en train de travailler avec eux sur le sujet. Par exemple, à l'université de Dakar aujourd'hui, il y a plus de 80 000 étudiants. Aujourd'hui, si chaque étudiant dit je suis là, je veux un vrai changement de société dans mon université, si chaque étudiant donne 1000 francs seulement, pendant tout au long de l'année, on le fait comme caisse d'épargne solidaire, ça fera à peu près 1 milliard de francs. Avec 1 milliard de francs, combien de restauration communautaire peut aboutir à ça? On n'est même pas obligé d'aller chercher des financements dans les banques. Entre eux seulement, s'ils sont solidaires, ils peuvent faire beaucoup de choses. C'est eux-mêmes qui vont créer leur propre emploi. Les pôles de développement, comme là, on ne peut pas dire je vais créer aujourd'hui de l'emploi sans ne pas passer par l'agriculture. Avec les jeunes, même au niveau de l'université, parce que dans les pôles, il y a tout dedans. Il y a ingénieur, il y a technicien, il y a comment dirais-je là, l'agriculteur, il y a la transformation, il y a la pisciculture, il y a beaucoup de techniciens, n'importe qui peut travailler dedans. Les logements sociaux, n'importe qui. Entre eux-mêmes, s'ils se levaient aujourd'hui, ils disent que je vais créer des pôles de développement, ils vont le faire tout seuls, sans ne pas dire je vais aller voir mon gouvernement ou bien tel. Il y a tellement de chaînes que ces jeunes-là peuvent faire aujourd'hui pour faire leur propre changement de société, leur propre changement de mentalité, pour éviter les grèves qui se passent actuellement, annuellement. Ils vont dire qu'ils vont apprendre. Qu'est-ce qu'ils apprennent durant toute l'année scolaire? Combien de mois ils vont étudier? Au-delà de ça, dans le monde rural, il y a tellement de choses, des produits qu'on ramasse partout. On n'est même pas obligé de dire encore, je vais chercher un financement. Il y a beaucoup de produits naturels aujourd'hui que le Sénégal peut démarrer avec des petites entreprises ou bien des coopératives de travail. Parce que tout ce que j'ai préparé, je ne peux pas le lire. Hein? Hein? Oui, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Moi, en tant que femme de la diaspora canadienne, j'ai pas mal de partenaires techniques
qui sont prêts pour venir. J'ai fait un bon groupe de travail sur l'entrepreneuriat, sur les coopératives de travail, sur les formations spécialisées, sur plusieurs domaines d'entreprise sociale. L'amener au bureau devait venir à 7h moins le quart. Donc elle se levait à 4h30 du matin pour pouvoir préparer le petit déjeuner, préparer de l'eau chaude pour mon père, préparer, elle faire son verre de tidjane et être à 7h moins le quart devant la porte pour attendre le bus. Et la question que je me posais chaque matin, mais qui faisait courir ma mère comme ça? Ça, je ne comprenais pas. Alors je me suis dit que plus tard, quand je serai grand, je ne serai jamais l'employé de personne. Il faut que je crée ma propre structure. Et je me souviens encore que je me faisais renvoyer de l'école parce que j'appelais personne pour venir retirer mon bulletin ou je n'allais pas, mon attestation de bac, je ne l'ai même pas encore retirée parce que je m'étais dit que ça n'allait pas me servir à grand chose dès lors que je vais être mon propre chef d'entreprise. Alors, l'autre chose qui m'a le plus marqué dans la vie, c'est que j'ai côtoyé un jeune, son papa est milliardaire et lui, tout son rêve c'était d'aller aux États-Unis, en Europe. Alors, son papa l'avait employé, au bout d'un certain temps, lui a remis plus de 5 millions de francs, lui a remis un véhicule et 3 hectares de terrain. Malgré tout ça, son rêve c'était d'aller en Europe. Il rêvait d'entrer, de prendre un avion, de se prendre en photo aux États-Unis et de mettre ça sur la page Facebook, en tout cas pour un peu montrer à ses amis qu'il a réussi. Et moi ça je ne comprenais pas. Comment on peut te donner un véhicule, 3 millions, plus de 5 millions de francs, 3 hectares, et toi tu rêves d'aller en Europe. Et c'est ce qu'il a eu à faire parce qu'il a acheté un visa à 3 millions de francs et il est parti en Italie pour faire un moudou. C'était tellement dur qu'il est parti en Suisse. Et une fois, il me disait, à chaque fois que j'étais dans la galère, je pensais à toi. Il disait, cher me l'avait dit, cher me l'avait dit. Et c'est là que j'ai compris que la société sénégalaise ne prépare pas les jeunes à l'entrepreneuriat. Parce que tous l'ont dit, tous les jeunes, sa maman lui interdisait de dessiner, lui on l'interdisait d'écrire. Moi je me souviens encore du jour où on a convoqué toute la famille parce que je voulais pas des postes qu'on proposait dans les entreprises. Et comme j'étais l'aîné de la famille, les gens me disaient que Yénou, ça papa, ça y est ou pas. Toi on te trouve un boulot, va travailler et ton père et ta mère. Et moi je le disais que mais je veux pas. Vous voulez que je gagne de l'argent alors que moi je veux être meilleur chaque jour. Il y a une contradiction entre gagner de l'argent et être heureux. Moi, je ne veux pas gagner de l'argent. Parce que, bon, en tant que, je ne sais pas si c'est utopique ou pas, en tant que musulman, si je dois être riche, je le serai un jour. Mais moi, je dois bosser pour participer à la construction du pays. Je dois bosser parce que je vais être bien dans ma poche. Je ne veux pas gagner de l'argent pour après les distribuer comme ça aux gens pour qu'ils disent que moi, je suis gentil. Bon, la troisième chose, la troisième anecdote que je voudrais partager avec vous, c'est que à chaque fois que je suis dans une boîte, je cherchais deux choses. Je cherchais d'abord à gagner de l'argent pour aider mes parents, mais la troisième chose, c'est de pouvoir acquérir assez d'expérience qui allait me permettre plus tard de créer ma boîte. Et une fois, j'étais dans une société qui était dirigée par un blanc, un Français, pour ne pas entrer dans ce petit truc-là, un Français, et au bout d'1 an et demi, je lui ai dit que je veux un contrat ou sinon je quitte la boîte. Et comme je faisais un chiffre d'affaires assez remarquable, donc il m'avait promis de me donner un véhicule de fonction. Et tenez-vous bien, autant je gagnais 80 000 francs par mois. Et les 80 000 devaient me servir à appeler à me déplacer. Donc pour lui, lorsqu'il me dit je te donne un véhicule, j'allais sauter de joie et j'allais rester dans la voie. Je lui ai dit que moi, je ne vais pas prendre un véhicule et continuer à gagner 80 000 francs par mois. Soit vous me faites un contrat en bon et due forme, vous me mettez le véhicule, je vais le prendre avec beaucoup de plaisir. Pendant 3 mois, le gars ne voulait pas en faire son contrat. Une fois, je suis venu le voir dans son bureau, je lui ai dit que je quitte la boîte. Il me dit, mais pour aller faire quoi, M. Gay? Je lui ai dit, pour créer ma boîte. Et je me souviens encore de l'expression de son visage. Il a pouffé de rire. Il m'a dit, vous êtes des Africains, vous ne savez pas gérer. Et ça, en fait, c'est la seule chose qui me motive chaque jour quand je me lève. Vous êtes des Africains, vous ne savez pas gérer. A fortiori, vous êtes un jeune. Alors je suis parti créer
avec un jeune, on n'avait que 2 millions de francs, on avait lancé notre propre structure. Et comme l'a si bien dit M. Debout tout à l'heure, la boîte a périclité, non pas parce qu'il n'y avait pas un bon business plan, non pas parce qu'il n'y avait pas une bonne stratégie et tout, mais parce qu'on ne s'entendait pas, tout simplement. Parce qu'on était jeunes, on se faisait des millions, et lui, il voulait épouser une fille, il voulait que chaque soir que l'on sorte, aller en boîte et tout, et moi, je n'étais pas dans cette logique. Donc, arrivé à un moment, on n'arrivait plus à s'entendre. Donc, c'est juste pour dire que toutes les choses qui ont été dites ici, pour moi, se résume qu'à une seule chose, il faut que l'on prépare les jeunes à être des entrepreneurs. Il faut que déjà, à partir de bébés, je ne sais pas comment elle l'a appelé, qu'on commence à faire comprendre aux jeunes que sans vous, ce pays-là ne va pas se développer. Et sans l'entrepreneuriat, l'auto-entrepreneuriat, ça ne va jamais se faire. Et pour ça, il faut qu'il y ait une culture. Que le jeune qui est né à Pékin, grandi là-bas, puisse se dire que moi, je vais développer ma boîte, j'ai cette culture, même si je ne vais pas à l'école, je vais aller sur le net pour faire des recherches, je vais lire des bouquins, et qu'après, le Sénégal puisse y gagner. Je vous prie de m'excuser pour... J'ai été vraiment long, mais je voulais partager tout ça. Alors que le football, il n'y a pas de ça, donc il faut de la technique, il faut de l'intelligence, etc. Donc c'est pour dire que c'est quand même des trucs qui se cassent toujours. L'Occident toujours se regarde sur nous. Pourquoi maintenant c'est beaucoup plus accentué? Pour moi, c'est parce que l'Afrique est une menace pour l'Occident. En fait, c'est aussi simple que ça. C'est une menace pour eux. Je me souviens, à l'époque, quand l'Asie décollait, c'était pareil. Les premiers étudiants qui venaient en Asie, ils étaient marginalisés. Voilà, ils étaient rien du tout. Après, le Japon a décollé, tous les autres pays ont décollé. Et ils sont venus les concurrencer et les battre sur le cocktail. L'Afrique est à ce stade-là. Aujourd'hui, on est des menaces pour tout le monde. Et forcément, il y a un autre regard qui va peser sur nous, mais qui ne va pas nous empêcher de dérouler notre feuille de route. Alors, les conférenciers, pour revenir un peu à l'objet de cet échange, économie solidaire sociale solidaire, Nombo Fatimata, c'est un homme de controverse. Nombo, il te sort de ces choses, effectivement. Voilà quoi, c'est pourquoi il est chercheur. Les chercheurs, c'est l'art un peu de créer ces débats-là, et puis ça nourrit un peu notre esprit à tous. C'est vrai que sur la question du profit, le profit de l'économie solidaire, sociale solidaire pose problème. Parce que dans sa communication, on a un peu senti un rejet un peu par rapport à cette question de tirer profit de l'entreprise sociale. Ça a été un peu plus nuancé avec Marc. Mais moi, la question que je voulais leur poser, c'est vrai qu'à un moment où on va parler d'alternative, est-ce que ce n'est pas une complémentarité par rapport au capitalisme? C'est tout un débat, quoi. Parce qu'aujourd'hui, vous avez bien présenté l'économie sociale solidaire en termes d'avantages, mais pour moi, vous n'avez pas assez mis en exergue là où ça ne peut pas marcher, là où il y a des risques où ça ne marche pas. Okay? Les contraintes ou les barrières, les pièges qui peuvent se tendre et qui peuvent à terme entraîner en fait l'effet inversement souhaité. Parce que, quoi qu'on dise, le capitalisme a un grand avantage par rapport à l'économie sociale telle que présentée, c'est ce souci de favoriser la compétition. Et on sait que quand on est face à un marché, à un environnement très concurrentiel, ça devient à l'avantage du client et du consommateur. Et forcément aussi, ça favorise une croissance. Parce qu'il y a une quête permanente de vouloir exceller, de vouloir s'améliorer. Alors mon souci, c'est est-ce que si on attaque l'angle de l'économie sociale sur cet aspect-là, ça n'arrive pas d'inhiber un peu ces potentialités qui peuvent germer dans ces entreprises-là et favoriser beaucoup plus une solidarité telle qu'on la connaît au Sénégal, beaucoup plus pesante et qui a tendance à attirer le tout vers le bas. Alors, pour la entreprise, qu'est-ce qu'avons-nous fait aujourd'hui qui mérite le respect vis-à-vis du monde extérieur? Qu'est-ce qu'avons-nous apporté de concret dans le développement du monde? Qu'avons-nous fait? C'est vrai, on a des projets, on innove, on crée, mais
sur des milliards de personnes, qu'avons-nous réellement fait de concret qui puisse mériter le respect des Européens? Qu'est-ce qu'on a réellement fait qui puisse dire à ces Européens qu'ils arrêtent de dire qu'on est des Africains, qu'on est seulement là pour agir et qu'on ne réfléchit pas, entre guillemets. Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment que je salue déjà le terme comment développer l'entrepreneuriat des jeunes dans l'économie solidaire. Mais ce que je demande, c'est que chaque jeune, où qu'il soit, réfléchisse davantage à ce qu'il peut apporter. Chaque jeune, comment est-ce qu'on peut faire pour vraiment développer notre continent? Pas par des projets du déjà vu ou par des projets qui semblent bien, mais faisons le meilleur. Donnons le meilleur, travaillons encore plus, regardons, écoutons, voyons autrement. Donc c'est vraiment un appel que je lance, plus un appel que je lance à tous ces jeunes. Déjà, je vous dis bravo, vous avez entrepris, vous avez commencé, mais le chemin est long, le chemin est très difficile. Vraiment, armons-nous de courage pour les générations à venir, que ce message disparaisse. Sacrifions-nous pour que nos enfants n'aient plus à entendre ce mot ou ces genres de phrases. C'est à nous de former le monde de demain. C'est à nous, entrepreneurs, de changer les choses. Et donc vraiment, je salue cette initiative et j'espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus d'entrepreneurs et il y aura des idées concrètes que les gens vont mettre en place qui vont changer les choses. Merci beaucoup. Mais en tout cas, Longo, on te dit quoi? On te dit, toi tu nous dis, il ne faut pas le trophée. Est-ce que c'est ce que tu nous dis? Est-ce que nous avons mal compris? Parce qu'il y en a beaucoup, dans toutes les universités au monde surtout, je sais ce que tu penses de l'économie enseignée aujourd'hui. On dit l'entreprise, c'est d'abord le profit. Sans profit, on ne peut pas parler d'entreprise. Alors, quelle réponse vas-tu donner à cette question-là, aussi brillant économiste que tu es? Merci, Eliman. Je remercie aussi mon ami et sœur Fatima Lifal pour sa très pertinente question, de même que Richard aussi, sur la question du profit. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est que lorsque les gens se réfléchissent sur les concepts politiques et économiques, ils n'ont pas une approche historique. Parce qu'en fait, les concepts n'apparaissent pas comme ça. Historiquement parlant, elles apparaissent dans des contextes déterminés, avec des significations déterminées. Sous le système économique capitaliste, le profit est la rémunération du capital. Et le capital est une relation sociale d'exploitation. C'est-à-dire, il y a des personnes, une minorité de personnes, qui ont le monopole des moyens de production. Et ces personnes font travailler la grande majorité en les exploitant d'une manière ou d'une autre, en ne les payant pas un niveau de revenu comparable à leur productivité. Et c'est cette plus-value qu'on appelle profit sous le système capitaliste. C'est-à-dire que le profit, déjà, est une catégorie d'exploitation sous le système capitaliste. Donc, je pense qu'avec Marc-André, le problème que nous avons est uniquement d'ordre terminologique. Parce que même dans l'économie sociale et solidaire, il faut une rémunération pour l'entrepreneur qui a innové, disons, socialement. Mais dans ce cas, en fait, ce qu'il nous faut, c'est une révolution mentale au niveau des concepts. Et je lui disais ça même au niveau, encore lors de la pause, que dans la société à laquelle nous voulons aboutir, nous allons réfléchir avec d'autres catégories et d'autres concepts. Mais étant donné qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade, nos catégories sont encore floues. Dans tous les cas, pour qu'une entreprise soit durable, pour que ce soit viable économiquement parlant, elle doit créer de la valeur ajoutée. Ça, on est d'accord. Mais cette valeur ajoutée aussi doit, si l'on souhaite en fait parvenir à une société décente, permettre que les travailleurs soient rémunérés justement, qu'ils aient accès à des revenus qui leur permettent de vivre décemment, mais aussi que l'entreprise puisse aussi, lorsqu'elle elle dégage la valeur ajoutée, puisse aussi verser des formes d'impôts qui bénéficieront en fait à la collectivité publique. Au moment de la Révolution française, en fait, il y avait un principe que les révolutionnaires avaient élaboré. Et ils disaient qu'en fait, les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Et je pense qu'avec le modèle d'entrepreneuriat social tel que je le conçois, il peut y avoir des distinctions sociales. Certaines personnes pourraient vraiment s'enrichir avec l'entreprise, enfin l'entrepreneuriat social solidaire, mais parce que ces inégalités éventuelles de richesse seraient justifiées
par l'apport social que ces entreprises et ces entrepreneurs auront apporté. Je pense donc que la différence est purement d'ordre terminologique. Mais si on parle rigoureusement en fait, du capital, le profit est une catégorie qui dénote avant tout un rapport d'exploitation. On a parlé aussi de l'économie sociale solidaire comme une alternative au capitalisme. Marc-André est revenu sur cette question lors de sa présentation, où il a montré 3 perspectives. L'économie sociale solidaire comme complément au capitalisme, l'économie sociale solidaire comme une 3e voie entre le capitalisme et le socialisme, et l'économie solidaire comme une alternative au post-capitalisme. Dans ma propre conception, je pense que la voie la plus ambitieuse, ce serait de penser l'économie sociale et solidaire comme une alternative post-capitaliste. Parce que, comme je le disais, en fait, nous sommes arrivés à une phase historique où on s'achemine inéluctablement vers la décroissance. Le concept d'économie tel qu'on l'emploie actuellement comme un secteur distinct, disons, de la politique, de la finance, en fait, ça n'a pas toujours existé. Ça date des années 1930, avec ce qu'on appelait la révolution keynésienne. Et l'idée d'une croissance infinie, en fait, nous a plus ou moins été conférée par l'utilisation du pétrole comme source énergétique. Comme c'est une source énergétique qui pouvait voyager, naviguer à travers les océans. Et à l'époque aussi, le coût du pétrole était très bas. Les gens avaient toujours pensé qu'on pourrait aller vers une société de croissance illimitée. Maintenant, tout le monde sait qu'en fait, cette croissance illimitée ne peut pas exister dans un monde où les ressources sont finies. D'autant plus que aussi que cette croissance aussi crée des effets pervers en fait, qui détruisent l'atmosphère, qui créent des déchets qu'on ne peut pas recycler, ce genre de choses. C'est pourquoi il nous faut peut-être une autre croissance. Il y en a même qui parlent de décroissance. Mais dans tous les cas, il faudra un autre concept du développement économique ou en tout cas du progrès social. Donc il y a une révolution conceptuelle à venir, quoi, disons. Et donc, d'où vient l'économie sociale et solidaire? Franchement, je ne saurais pas trop le dire. Je ne suis pas trop spécialiste de l'économie sociale et solidaire. J'ai plutôt réfléchi sur l'économie du commerce équitable, qui est une forme d'économie sociale et solidaire, mais à l'échelle mondiale, quoi, entre les nations. Et j'avais montré qu'en fait, le commerce équitable, c'est juste une nouvelle supercherie de plus, parce que justement, ça repose sur des principes capitalistes qui aggravent même les inégalités entre le Nord et le Sud. Et donc peut-être un dernier élément, monsieur là en haut a parlé en fait qu'est-ce que nous Africains avons fait pour mériter le respect des Européens. De mon point de vue, en fait, la question est un peu mal posée, quoi. Pourquoi? En fait, ce n'est même pas que c'est mal posé, c'est que la perspective est faussée. Parce que je ne pense pas qu'on ait besoin de nous évaluer à travers les standards européens. Je pense que c'est ça. À un moment donné, si on va aller de l'avant, nous devons nous-mêmes construire nos référents moraux, culturels, idéologiques, et à partir de là, peut-être nous pourrons nous-mêmes nous évaluer. Je pense que les Chinois, 50 ans plus tôt, on aurait pu demander qu'est-ce que la Chine a apporté au monde, ou bien qu'est-ce que la Chine a apporté au progrès de l'humanité. Généralement, lorsqu'on est pauvre, on a toutes les tares. On n'a jamais vu un pays pauvre avoir de bonnes institutions. On disait des Japonais, en fait, tout à l'heure je disais aussi, qu'en fait, il n'y a pas pays plus paresseux que les Japonais. Alors que maintenant, si on donne un exemple de discipline, c'est chez les Japonais. On disait aussi que les Allemands étaient des voleurs. On ne pouvait pas leur faire confiance, ils étaient corrompus. Et maintenant, si on voit bien un pays qui marche, c'est vraiment le Japon, quoi. C'est vraiment l'Allemagne. Donc c'est pour dire que lorsqu'on est pauvre, il y a beaucoup de choses, on nous blâme souvent lorsqu'on est pauvre. Mais il y a une chose à retenir, c'est qu'on est entré dans l'histoire d'une manière, disons, d'une manière qui ne nous a pas arrangé. Mais les luttes pour les libertés, on peut dire au moins depuis la traite négrière, la plupart des luttes qui ont déterminé en fait l'évolution de l'humanité, à chaque fois vous verrez qu'il y a les Noirs qui ont été là-dedans. Au niveau de la Révolution française, il y avait les Noirs. La Révolution haïtienne, qui était la première révolution vraiment mondiale, et universelle, parce que la Révolution française s'était juste contentée de proclamer l'égalité et la liberté pour les bourgeois. Mais des esclaves noirs se sont révoltés pour dire que nous voulons ces droits-là que vous avez proclamés, mais seulement de manière formelle pour les blancs et pour les bourgeois. La guerre de sécession aussi, c'était les noirs qui avaient lutté pour qu'on abolisse l'esclavage. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, il y a les tirailleurs. La décolonisation aussi. Donc je pense que le combat pour les libertés, quand même, on peut dire que les Africains y ont beaucoup contribué. Donc je vais m'en arrêter là. Merci beaucoup. Fut-elle hellénistique,
trouve ses sources en Afrique. Ça, c'est quoi que Cheikh Anta Diop l'a démontré. Donc la contribution de l'Afrique dans ce qu'est le monde aujourd'hui, elle date du début des temps. Oui. Franchement. Et même quand on parle d'invention, je pense que tout le monde le dit à Césaire, qui s'est trompé en disant ceux qui nous ont créé nous pour seul nous gouverner. Il faut voir cette liste énorme des inventions faites par des Africains, des Noirs africains, etc. Il y en a énormément. Mais comme disait l'autre, l'histoire de la chasse sera toujours à la gloire du chasseur tant que le lion n'a pas trouvé son propre historien. C'est exactement ça la question. Donc, ce que nous faisons réellement, les gens n'en parlent pas parce que ça, les gens n'osent pas d'en parler. Mais l'Afrique a énormément apporté à ce monde, ça c'est clair. Et je pense que ça, c'est des débats que nous avons déjà au sein de l'ex-africain et vous êtes invités à y participer et vous allez voir que, voilà, vous voyez énormément ce que les gens disent. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, on parle de Facebook, etc., etc. Donc, vous parlez des choses immédiatement, des choses concrètes qui servent justement à tout ce système dominant. Mais heureusement que Ndongo prédit à la suite de l'autre qui avait déjà dit que c'est la fin de l'histoire. Lui, il dit que c'est la fin d'une autre histoire, parce qu'il parle déjà d'une alternative post-capitaliste. Merci. Marc-André, c'était cette question sur l'origine. Vous en avez parlé quand même, hein, mais justement pour voir est-ce que véritablement, alors les concepts importés, etc., ce n'est pas toujours un blocage dans l'appropriation, ou bien faut-il pas... Je veux remercier Ndongo pour la précision qu'il a apportée concernant les profits. Effectivement, peut-être je pense que la présentation est un petit peu brève et concise, mais je pense que j'endosse tout à fait les remarques qu'il a fait. Donc, il y a une question de terminologie. Peut-être que dans l'explication de l'entrepreneuriat social, il va falloir reviser le vocabulaire. Le combat social, c'est aussi un vocabulaire au niveau de la terminologie. Comme je disais aussi tout à l'heure, je suis en train d'essayer de faire comme un tableau avec deux colonnes. À gauche, on dit